Bienvenue dans Big Boss. Notre magazine économique vous emmène aujourd'hui dans le secteur de l'eau, Paul. Oui, Marie-Noël, bonjour à toutes et tous. On parle de l'eau aujourd'hui de Vivaqua avec sa directrice générale Laurence Bovy. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Big Boss. Vous dirigez cette entreprise publique, donc c'est une entreprise statut public depuis 2017. Avant ça, vous avez une carrière politique, notamment chef de cabinet de Laurette Onkelings lorsqu'elle était ministre des Affaires sociales. On ne peut pas éviter la question, ça vous manque pas la politique? Eh bien, pas du tout. J'y ai pris beaucoup de plaisir, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai fait de très très belles rencontres. Mais c'est pour moi une page qui est totalement tournée depuis plusieurs années maintenant. Et je suis ravie d'être dans l'opérationnel, dans des métiers qui sont nobles, et de travailler avec des équipes plus étoffées et avec des profils aussi variés que ce n'est le cas à Vivaqua. Et puis c'est un peu plus stable peut-être, c'est-à-dire au sens où on travaille sur le long terme. Alors on travaille sur le long terme, mais de la stabilité, vous savez, à Vivaqua, dans cette fonction-là, il n'y a pas une journée qui se passe exactement comme vous l'aviez prévu. Il se passe toujours quelque chose, on n'est pas dans la routine, on est en plus dans un processus de transformation pour l'instant. Donc non, à la fois j'ai absolument pas de regrets, et je vous rassure, je m'ennuie pas du tout. J'y trouve chaque jour une nouvelle raison de progresser, de m'intéresser, de me passionner de plus en plus pour cette entreprise. Alors ce qui est comique dans votre CV, c'est quand on regarde votre premier job, eh bien c'est comédienne. Alors expliquez-nous ça. Oh, écoutez, ça c'était il y a bien longtemps d'ailleurs. J'avais commencé le droit pour faire plaisir à mes parents parce que c'était des études sérieuses. Mais en fait, je faisais beaucoup de théâtre et je rêvais d'être comédienne. Et puis j'ai réussi l'examen d'entrée à l'INSAS. C'est d'ailleurs comme ça qu'originaire de Liège, je suis arrivée sur Bruxelles. J'y suis restée 1 an. À la fin de l'année, ils se sont débarrassés de moi comme de la moitié de la classe. Vous étiez mauvaise comédienne ? Il faut croire que oui, puisqu'ils ne m'ont pas gardée. Et je dirais que j'ai pas de regrets. D'abord, ça m'a permis de sortir de ma province, de ne pas avoir toute ma vie une frustration d'artiste rentré. Je sais que c'est pas pour moi, j'ai essayé. Et puis ça m'a permis de sortir un peu du giron familial, même si j'adore ma famille, bien sûr, et que je retourne très, très volontiers à Liège. Donc voilà, oui, un changement tout à fait... Voilà. C'est pas une erreur de parcours, mais je pense que j'aurais pas été épanouie dans la vie de comédienne, même si j'ai beaucoup d'amis comédiens encore. Alors pour faire plus ample connaissance, il y a une petite séquence, c'est une tradition dans cette émission Big Boss, c'est la séquence dans le bureau du boss. On regarde et puis on en parle juste après. Bienvenue dans le bureau de la Big Boss de Vivaqua, un bureau hyper lumineux avec une vue imprenable sur Bruxelles. De son bureau, on pourrait presque toucher l'hôtel de ville de Bruxelles. Côté déco, on remarque plusieurs œuvres d'art, sans doute d'inspiration africaine, par exemple le tableau juste derrière nous, et puis un peu plus loin, ce masque qui a l'air également inspiré de l'Afrique, et des statuettes disposées un peu partout dans son bureau. Alors, l'Afrique, une histoire d'amour ? Autre élément de décoration qui nous intrigue, ce képi, à quoi fait-il référence ? Alors comme le bureau est plutôt spacieux, il y a la place pour la table de réunion avec 8 personnes et puis un petit salon pour se poser de temps en temps, toujours avec cette vue incroyable sur Bruxelles, et lire peut-être quelques bouquins pour se détendre. Je vois ici sur la table de salon le Lonely Planet dédié à Bruxelles. Alors, vous ne connaissez pas encore si bien la capitale que ça, visiblement. Alors le Lonely Planet, c'est un guide touristique sur Bruxelles. Qu'est-ce qu'il fait sur votre table de salon? Vous êtes quand même bien ancré à Bruxelles. Oui, mais c'est un membre du personnel qui me l'a offert à l'occasion d'une réception de Nouvel An. Donc on fait chaque année, vous savez, Vivaqua, il y a beaucoup de métiers différents, mais aussi beaucoup de localisations différentes à Bruxelles et en Wallonie. Et chaque année, on fait une petite réception de Nouvel An à des endroits différents. Et ce livre, c'est un de nos collaborateurs qui s'occupe de l'entretien des bassins d'orage, du secteur vétérinaire, qui me l'a offert. Et donc, je le garde avec moi. D'accord, oui. Plus pour penser à votre personnel que revisiter Bruxelles. Voilà, exactement. Alors, on va revoir les images des tableaux et des sculptures qui décorent votre bureau. Alors, j'ai dit que c'était d'inspiration africaine. C'est l'Afrique plutôt du Nord, si j'ai bien compris. Alors, il y a les deux, mais pour moi, c'est plus lié à des personnes. Alors, c'est vrai qu'il faut croire que j'aime cet art-là, cette culture-là. Mais par exemple, ce masque rond, c'est ma sœur qui me l'a offert il y a très 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 longtemps et il m'accompagne dans chacun de mes bureaux depuis à peu près une vingtaine d'années, ma petite sœur. Et puis les tableaux que vous avez vus... il y en a un qu'on a redécouvert ici, un peu, on dirait un peu style aborigène. Oui, en fait, c'est un peintre autodidacte d'Essaouira, donc du Maroc. Et on a des amis qui habitent là-bas et j'ai découvert ce peintre que j'ai adoré. Et puis pour mes 50 ans, que j'ai fêté il y a 3 ans maintenant, tous mes amis qui savent que j'aime ce peintre se sont cotisés pour m'offrir ce tableau que j'ai découvert
lorsqu'il est arrivé à Vivaquois, puisqu'il était resté bloqué au port d'Anvres pour la petite histoire. Et il était une évidence pour moi qu'il allait m'accompagner au jour le jour dans mon bureau. Voilà. Et je l'aime beaucoup en effet. Un dernier petit mot sur ce képi qu'on a pu entrevoir sur une de vos étagères. Alors là, c'est un souvenir de l'époque où j'étais présidente du port de Bruxelles pendant 3 ans, qui est une institution que j'ai beaucoup aimée, où j'ai beaucoup appris. Avec un personnel aussi très dévoué, très compétent. Et ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que le port de Bruxelles, c'est un port de mer. Donc il y a un capitaine, c'est une obligation légale. Et j'avais beaucoup d'admiration pour ce capitaine et de sympathie. Et un jour, nous avions un conseil d'administration le jour de mon anniversaire. Et donc il m'a offert une casquette de capitaine. Et elle aussi, elle reste tout le temps dans mon bureau. Vous n'avez pas spécialement le pied marin, quoi. Ben si, si, j'ai pas le pied marin, mais je passe beaucoup de mes vacances sur un voilier. Donc oui, l'eau, c'est quand même pas tout à fait un hasard. Et la casquette non plus, sans doute. Allez, on va parler maintenant de l'entreprise que vous dirigez depuis mars 2017, en faisant un petit tour dans les coulisses de Vivaquois. Peut-être un regard un peu décalé sur cette entreprise. On y va. Hall d'entrée du siège de Vivaquois, des clients et des futurs clients attendent leur tour. Nous essayons d'apporter une approche personnelle à la clientèle par rapport à des questions variées. Et cela va des questions à la tarification ou la possibilité d'échelonner le paiement d'une facture relevée ou un déménagement, l'envoi d'un contrôleur sur place pour vérifier l'installation lors d'une forte consommation, par exemple. Fournisseur officiel de l'eau aux Bruxellois depuis 128 ans, Vivaquois emploie aujourd'hui 1300 collaborateurs, dont 600 rien que dans ce bâtiment. C'est ici que se trouve notamment le centre névralgique de la production de l'eau potable. Au dispatching central, 6 contrôleurs se relaient 24 heures sur 24 pour analyser la qualité et la quantité d'eau à disposition. Notre homme ici, il a un peu des bras armés qui sont nos cantonniers, nos hommes de zone, on va dire, surveillants de zone, qui sont sur le terrain. Nous en avons 36 et eux sont là pour tout vérifier. Ils commencent leur journée par goûter l'eau, parce que voilà, le nez et les fonctions organoleptiques du corps humain sont encore très très performantes. Il goûte l'eau, puis il fait toute une série d'actes d'entretien, de vérification. Vivaquois gère 26 sites de captage répartis principalement en Wallonie et 5 réservoirs situés aux limites de la capitale. Notre dispatcher vérifie à distance si la quantité d'eau est suffisante. 350 millions de litres par jour doivent servir à plus de 2 millions d'habitants. La machine s'appuie sur ce qui a été placé pour pousser et continuer à avancer. Quelques étages plus haut, cet ingénieur est penché sur les plans du futur bassin d'orage en construction à Woluwe-Saint-Pierre. Car Vivaquois s'occupe aussi de l'assainissement des eaux usées. Notre activité principale, c'est la rénovation du réseau d'égouttage. Là où c'est nécessaire, l'extension, parce qu'il y a encore des zones à Bruxelles où il n'y a pas d'égout. Et en parallèle, on s'occupe aussi des bassins d'orage. Pour assurer l'acheminement optimal de l'eau, on peut aussi compter sur l'équipe basée sur le site de Vivaquois à Schaerbeek. Un membre du personnel sur 2 est un ouvrier sur le terrain. Des fontainiers qui viennent se fournir ici, au magasin central de Vivaquois. Une cathédrale de 12 mètres de haut, gérée par une quinzaine de personnes. On parle de plus ou moins 5000 références articles en stock. Et on a plus ou moins 20 000 mouvements d'articles par an. Il y a 20 magasins au sein de Vivaquois. Et celui-ci a la particularité qu'il fournit les autres magasins de toutes les pièces dont ils ont besoin pour, à leur tour, fournir les équipes qui vont sur les chantiers. Et quand des engins ou des machines tombent en panne, ils atterrissent ici, dans l'atelier mécanique. 40 personnes entretiennent le parc de 500 véhicules de Vivaquois, mais fournissent aussi du travail sur mesure. Ces tuyaux vont bientôt rejoindre un site de captage et ce tamis sert à filtrer les crasses dans les collecteurs. 114, 174. Dans le bâtiment juste à côté, une autre activité insoupçonnée. Tous les 16 ans, les compteurs d'eau sont changés. Une question de légalité et de sécurité. Dans cet atelier, ils sont nettoyés, désossés et reconditionnés. Chaque année, ce sont pas moins de 20 000 petits compteurs qui passent entre les mains expertes d'une équipe de 32 personnes. Un travail de l'ombre qui assure pourtant à chacun d'entre nous un besoin vital. Voilà les images signées Frédéric de Hainaut. On a donc vu tout ce qu'il fallait faire, et peut-être même un peu plus encore, pour que l'eau coule au robinet. Est-ce que, Laurence Bovy, le prix facturé aux Bruxellois couvre l'ensemble de ces coûts? Parce qu'on a vu que c'est une longue chaîne qu'il y a en amont. Non, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc le prix de l'eau à Bruxelles n'a plus évolué depuis 2014. Et quand je dis n'a plus évolué, ça veut dire qu'il n'a même pas été indexé par décision du gouvernement bruxellois. Ce qui fait que notre prix de l'eau est aujourd'hui le plus bas de Belgique, 55% moins cher, donc moitié moins cher qu'à Liège-Ouagan par exemple, 25% moins cher qu'à Anvers. Mais ça en soi, c'est pas tellement pertinent. C'est un choix politique. La difficulté que nous avons, c'est que tous nos coûts, eux, sont indexés. Nous avons, vous disiez, Madame Dinan, 1300 membres du personnel. On recrute à Vivaquois, et je me plais à le dire, pour améliorer le service, pour rajeunir les équipes, pour pouvoir honorer nos chantiers. Donc on sera 1400 à la fin de l'année. Les rémunérations du personnel, elles sont indexées. Pour faire fonctionner les captages dont on a parlé, on consomme énormément d'énergie. Il faut aller pomper cette eau, il faut l'injecter dans les tuyaux. Les coûts de l'énergie ont flambé. Et par ailleurs, et c'est très important, on a hérité d'un réseau, en particulier le réseau d'égouttage, entre 2000 et 2011, qui était dans un état déplorable. Ce réseau, il faut l'entretenir, il faut le rénover. Ça veut dire que bon an, mal an, on investit à peu près 100 millions d'euros par an dans nos infrastructures. Et dernier élément, nous sommes face à une population à Bruxelles qui a augmenté sensiblement. Je dis souvent qu'on est passé de 900 000 habitants à 1,2 million en quelques années. Ça veut dire plus d'abonnés, plus de compteurs à placer. On a vu l'atelier des compteurs, plus de relevés de compteurs à faire, plus de travail administratif, plus d'abonnés à satisfaire. Et donc, on vient de renforcer à raison de 15 personnes notre service clientèle parce que le constat qu'on avait fait, c'est que le service qu'on rendait n'était pas correct. Les gens attendaient beaucoup trop souvent et trop longtemps au téléphone et parfois n'obtenaient pas de réponse, par exemple. Mais tout ça, c'est un coût. Donc, vous plaidez pour qu'on augmente alors le prix de l'eau? Alors, nous ne plaidons pas pour qu'on l'augmente pour l'augmenter. On plaide pour avoir un prix qui soit d'abord de nature à pouvoir nous permettre d'améliorer le service et de couvrir toutes les charges que je viens d'évoquer, mais qui soit aussi plus juste. Et ça, c'est très important. Ça veut dire quoi? S'il fallait adapter ce prix, ça veut dire l'augmenter de combien? Écoutez, ça, c'est des discussions qu'on aura avec le régulateur, puisqu'aujourd'hui, Vivaquois est entré, comme d'autres, comme le secteur de l'énergie, dans un contexte de régulation. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de dire le prix doit être augmenté d'autant. Il faut pouvoir justifier, chiffres à l'appui, face aux équipes de Bruxelles qui peuvent débarquer dans les bureaux et tout regarder à livre ouvert, pourquoi ce prix, à notre estime, n'est plus le juste prix. Mais quand je dis le juste prix, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que le constat que nous faisons aussi, c'est que la façon dont les tarifs sont établis aujourd'hui n'est pas sociale. On n'a pas de tarif social en eau, comme on l'a en énergie, par exemple. Ça veut dire que finalement, chacun paye son mètre cube le même montant. Il y a deux critères qui font varier le prix de la facture. C'est votre consommation. Plus vous consommez de mètres cubes, plus les derniers mètres cubes sont chers. Et la composition de famille. Mais il n'y a pas du tout de prise en compte de la dimension sociale. Et donc, nous plaidons aussi pour l'introduction d'un tarif social qui n'existe pas aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le juste prix. Indépendamment de ce tarif social, pour lequel vous pensez qu'il doit être mis en place, quelle serait l'augmentation juste pour le reste? Alors pour l'instant, c'est une discussion compliquée. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons en tout cas introduit auprès de Bruxelles une demande d'indexation de nos tarifs, puisque je vous le disais, nos prix ne sont plus indexés. Ça veut dire qu'en valeur réelle, ils ont diminué depuis 2014. Et donc nous avons introduit une demande d'indexation auprès de Bruxelles qui se traduirait, si elle était acceptée, par une augmentation de la facture pour un ménage de 2 personnes qui a une consommation moyenne de l'ordre de 2,24%, ce qui ferait un peu moins de 6 € pour l'année. Voilà le type de demande que nous avons introduit pour l'instant, mais c'est clair que Bruxelles va devoir nous autoriser à fixer des tarifs pour 2021-2026, c'est ce qu'on appelle la nouvelle période tarifaire, et que là, on mettra tous nos coûts sur la table, parce qu'il y aurait une manière évidemment assez simple en apparence de régler le problème, c'est soit de ne pas recruter alors que le service le nécessite, ou bien ce serait de dire on met le pied sur la pédale de frein des investissements et tant pis, ce réseau on ne le rénove pas, on n'interviendra qu'en urgence quand quelque chose s'effondre. Ce ne serait évidemment pas géré en bon père de famille. Donc cette indexation dont vous parlez ne serait qu'une étape? C'est plus 2,24% pour en moyenne, c'est un chiffre moyen, ne serait qu'une étape avant une véritable augmentation pour l'instant, ne croyez pas que je ne veux pas vous répondre. Je ne suis pas en mesure de le faire. Parce que ce travail de... En fait, le régulateur, il a une date quand même limite. Vous parlez de 2021, donc vous attendez une réponse avant 2021. Donc pour l'instant, le régulateur a d'abord fait une première chose, c'est apprendre à connaître nos activités. C'était le régulateur du gaz et de l'électricité. Oui, depuis peu, il est compétent pour l'eau. L'eau est un nouveau secteur pour eux. On regarde... Alors, Vivaquois, ce qui est compliqué, c'est que, contrairement, par exemple, à De Waterhoop ou la Wallonne des Eaux, qui sont nos sociétés sœurs en Flandre et en Wallonie, nous, on a des métiers très différents. On est à la fois sur le segment eau propre, eau potable,
Aussi sur le segment eau sale. Ailleurs, c'est souvent des activités séparées, gérées par des opérateurs différents. Et sur la construction de bassins d'orage. Et donc, une très grande complexité de métiers, mais aussi, du coup, des postes de coûts et des postes de recettes qu'il faut scruter attentivement. Ça prend du temps, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ça prend du temps. Mais vous C'est une négociation. Vous allez attendre combien de temps? On n'attend pas. La loi bruxelloise fixe les délais. Et donc, en fait, nous devrons pour juin 2020, introduire, comme le fait Sibelga aujourd'hui, une demande à Bruxelles de tarifs pour la période 2021-2026. Et puis, il y a une période de consultation. La loi bruxelloise prévoit que le comité consultatif des usagers, mais aussi le Conseil économique et social, doit rendre son avis sur cette demande. Et puis Bruxelles analyse en manière telle que l'on puisse savoir en décembre quels seront les tarifs pour janvier 2021. Mais cette demande est introduite par Pour l'instant, pas encore. On est en train d'élaborer. C'est un énorme travail. Et on doit donc faire une projection à 6 ans, puisqu'il faut demander des tarifs pour les 6 prochaines années. On va continuer un petit peu à parler Vivaqua, mais alors en analysant l'entreprise à travers les chiffres, c'est un peu le dada de Paul sur ces plateaux et dans cette émission. On va regarder ça avec un tableau qui va tout de suite apparaître où on compare différentes données. On commence, Paul, par le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires qui a fluctué à un moment donné de façon assez forte, puisqu'il y a eu à un moment donné fusion avec Hydrobru et du coup ça a gonflé fortement les choses. Ça, c'est un peu un changement de périmètre, comme on dit. On voit que le résultat net lui aussi a fluctué, mais que surtout, c'est ça qui m'intéresse, vous vous en doutez bien, il est en perte. Vous êtes dans le rouge pour la dernière année complète, 2018. Vous allez peut-être sûrement nous expliquer pourquoi. Oui. Et puis on voit aussi que du côté des collaborateurs, il y a eu une baisse sur 10 ans finalement de quelque chose comme 15%, disons, environ. Alors on recrute peut-être, mais il y a quand même des départs. Commençons peut-être par les collaborateurs. Voilà. Si on commençait par le personnel, c'est quand même important, voilà. Si vous voulez bien. Donc, 2 éléments différents. Il y a une première période où, entre 2013 et 2018, la politique de l'entreprise, moi j'arrive en mars 2017, donc quand le cadre organique, la définition des ressources pour l'année à venir est déjà définie. Donc, on a décidé à Vivaqua de ne plus remplacer aucun départ à la retraite. Pour des raisons financières. Vous devez savoir que la moitié du personnel, ce sont des ouvriers. Et donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation, ça veut dire des métiers pénibles, ça veut dire aussi, pourquoi j'insiste sur ce point, des personnes qui ont parfois commencé leur carrière professionnelle à 16 ans ou à 18 ans. Dans l'entreprise aujourd'hui, on a une moyenne d'âge de 47 ans. C'est une entreprise industrielle, je le rappelle, avec, vous l'avez montré dans votre reportage, des activités pénibles, mais aussi des activités 24 heures sur 24. Et donc, la situation quand j'arrive est la suivante. 44% du personnel a 50 ans et plus. Moi aussi, j'ai 50 ans et plus, mais je ne fais pas les métiers qu'une série de collaborateurs font. Et seulement à peu près 5% ont moins de 30 ans. On voit tout de suite que là, on arrive au bout d'un phénomène. Donc, la première étape de baisse du personnel, elle s'explique par ce choix-là, ce choix de gestion-là. Un mauvais choix. On se retrouve ici, un choix financier en somme. Écoutez, il ne fallait pas faire exploser le coût des pensions. Je pense qu'aujourd'hui, poursuivre dans cette politique, c'est prendre le risque de dégrader le service et de mettre progressivement l'entreprise à l'arrêt. Ce n'est donc pas le choix que j'ai proposé à mon conseil d'administration et à mes collègues du comité de direction. J'ai proposé que l'on recommence à recruter, en commençant par le service clientèle et les ouvriers de chantier, parce qu'on est parfois en peine aujourd'hui. On a des équipes fatiguées à bout de souffle et il y a tout le défi du transfert de connaissances. Ça veut dire aussi qu'on a beaucoup de collègues qui vont partir ensemble à la retraite. Il faut assurer la relève, évidemment. C'est quoi votre plan, concrètement? Le plan, c'est de dire on recrute, mais ce ne seront plus des statutaires, mais des contractuels. Proposition qui a été acceptée à l'unanimité par mon conseil d'administration, par 2 syndicats sur 3, et donc aujourd'hui on recrute. Alors si vous voyez une baisse entre 2017 et 2018, ça c'est un autre phénomène. C'est qu'en 2018, vous le savez, les communes du Brabant flamand qui étaient associées au sein de Vivaqua ont décidé de quitter Vivaqua, ce qui veut dire qu'on a... C'était un coup dur, ça, pour Vivaqua? Oui et non. Oui, bien sûr, c'est un coup dur. Un divorce, ce n'est jamais une belle histoire. Voilà. Mais ça veut dire que, surtout, nous avons perdu nos activités de distribution et d'égouttage sur le territoire de ces communes. Et donc, nous avons une centaine d'agents, 95 pour être précise, qui ont rejoint un opérateur flamand. Ça, c'est un élément conjoncturel. Mais depuis, nous recrutons et nous devrions être à plus de 1400 collaborateurs à la fin de l'année. Voilà. On remonte et c'est bien nécessaire. Un mot sur le chiffre d'affaires. Sur le résultat net, peut-être de façon
plus rapide. Là, vous êtes en perte et justement, c'est en lien, si j'ai bien lu les comptes annuels, avec les pensions. Vous avez un fonds de pension qui a terminé 2018 dans le rouge et qui impose de réinjecter de l'argent. Et ça va continuer, j'imagine, puisque le coût des pensions, l'enveloppe pension va augmenter. Vous venez de nous dire que de plus en plus de collaborateurs partaient à la retraite. Alors, l'histoire n'est pas tout à fait celle-là. C'est vrai que Vivaquois a décidé en 2009 de créer son propre fonds de pension pour les pensions premier pilier pour son personnel statutaire. Les pensions légales. Ouais. Pension légale, pardon, merci, oui, pension légale. Et que dès lors que c'est une exigence du gendarme des fonds de pension qui est la FSMA et c'est bien normal, un fonds de pension doit avoir des actifs, donc un fonds écureuil, je vais le dire comme ça, suffisant pour couvrir tous les engagements de pension à venir. Aujourd'hui, ce fonds de pension a un taux de couverture des engagements de pension très très important, plus que d'autres. On est largement au-delà des 80%. Donc petit à petit, ce fonds a grossi en quelque sorte son capital pour pouvoir assurer au personnel que lorsqu'il partira à la retraite, il aurait bien sa pension payée, conformément au contrat passé. Mais pour ce faire, ce fonds de pension a dû placer une bonne partie de ses actifs en actions. Et 2018, vous le savez mieux que personne, est une année catastrophique pour la bourse, en tout cas sur la fin de l'année. Et le contrat, en quelque sorte, qui nous lie sous la surveillance de la FSMA, gendarme des pensions, à notre fonds de pension qui s'appelle Hydralis, c'est que quand la bourse n'obtient pas, nos avoirs ne rentrent pas, vous devez compenser. On doit compenser. Et donc, en 2018, effectivement, Vivaquois a dû mettre de l'argent dans le fonds de pension, un montant extrêmement important, qui fait que d'un bénéfice opérationnel constaté, nous sommes passés à une perte importante. Voilà, c'est peut-être... Peut-être ça peut se reproduire, on ne sait pas, on verra bien, parce que ça dépend de la politique très agressive de placement qui est celle de... Alors, pour 2019, ça n'arrivera pas puisque les choses ont été... le conseil d'administration d'Hydralis, très sagement, a décidé de jouer la sécurité, mais c'est clair que ce fonds de pension est un sujet sur lequel nous devons réfléchir de façon structurelle, parce que c'est très perturbant d'être finalement tributaire de l'effet yo-yo de la bourse et de vous retrouver comme entreprise unique affiliée à devoir supplier par rapport à quelque chose qui est par définition imprévisible. Un gestionnaire n'aime pas trop l'imprévisibilité et là, c'était pour le coup une méchante tuile. Voilà ce qui explique notre mauvais résultat en 2018. Alors, il y a d'autres défis qui vous attendent évidemment et c'est notamment le réseau d'égouttage. Vous l'avez évoqué en début d'émission. Il y a énormément de travail. On va remontrer une image d'archives, heureusement. Vous évoquez le mauvais état du réseau avec les conséquences, comme ici, chaussée de Louvain. J'imagine que vous en souvenez bien de ce moment-là. Ça a été difficile à gérer. Ça vous a fait des sueurs froides? Alors d'abord, chaussée de Louvain, ce n'était pas un égout qui s'est effondré, c'est une conduite d'eau qui a explosé. Oui, ça m'a fait des sueurs froides. C'était le 7 septembre en matinée, je m'en souviens très bien. On était en comité de direction, je reçois un SMS, on a un effondrement chaussée de Louvain. Je dirais pas que ça arrive toujours, mais ça arrive de temps en temps. Et immédiatement, on me dit, il y a des personnes évacuées. Et donc, j'arrête le comité de direction, on met en place un comité de crise, parce que finalement, il y avait là tous les ingrédients qui font qu'il fallait considérer ça comme une crise. Un axe de pénétration majeur dans Bruxelles, à un moment où la rue de la Loi était à une bande, puisqu'il y avait des travaux, un quartier densément peuplé, un trou dans la chaussée, un ouvrage d'Infrabel en contrebas inondé, donc on était vraiment dans un scénario de crise. Donc une conduite d'eau qui a cédé, vous avez analysé la situation, on était quand même dans un problème de maintenance du réseau. Alors ici, il y a plusieurs explications en cours et je dirais qu'il y a des experts qui analysent la chose. Il y a une particularité ici. Oui, bien sûr. Parce que c'est compliqué. La conduite d'eau a cédé. La particularité, c'est que d'habitude, quand une conduite explose, ça fait un geyser. Ici, il se trouve que l'eau a trouvé son chemin par un égout désaffecté dont on ne connaissait pas l'existence. Et là, j'en arrive au réseau d'égouttage. Ce réseau d'égouttage, il a été transmis à l'intercommunal Vivaquois par les communes au fur et à mesure dans les années 2000. 2011, ville de Bruxelles. Et on voit tout de suite la difficulté. Gérer un réseau à 19, c'est contraire même à la notion de réseau. Et ça veut dire aussi, et je ne porte pas de jugement, mais pour une commune, c'était une mission parmi d'autres, et je dirais presque après les autres. Secondaire. Et donc, on a hérité d'un réseau en très mauvais état. Si on résume, c'est la vétusté en très mauvais état, et souvent aussi sans documentation, puisque le réseau d'égouts est très très ancien. C'est votre travail aujourd'hui, cartographier ces égouts. Vous en êtes où aujourd'hui en 2019? Donc il y a non seulement cartographier, c'est-à-dire localiser les égouts, mais le travail très important dans lequel on est lancé maintenant, c'est d'avoir une vue précise sur l'état de ce réseau d'égouttage. Et aujourd'hui, on a changé de technique pour l'inspection des égouts. On est passé à l'hydrozoom. On est à 55% de connaissances précises de l'état du réseau
Et dans notre plan stratégique VivaNext, on prend l'engagement, d'ici à 2024, d'en connaître 100%, ce qui permettra de prioriser encore mieux qu'aujourd'hui les travaux de rénovation qui sont bien nécessaires. Et qui vont coûter combien, ces travaux de rénovation? Bon an, mal an, on investit à peu près 60 millions dans le réseau d'égouttage tous les ans, rien que dans le réseau d'égouttage. Et vous investissez aussi dans les égouts à travers une nouvelle usine qui est en train de se construire à Anderlecht. On va voir quelques images tout de suite. On va dire à quoi elle sert d'abord. Peut-être avant de montrer l'usine, je suis désolée pour le réalisateur, on va montrer ce que c'est une coque. Parce que dans cette usine, on va fabriquer ceci. On reconnaît, on devine que c'est pour mettre dans les égouts. On peut revoir l'usine en fonctionnement. Là, c'est 5 millions d'euros qui ont été investis. Ça paraît une bagatelle à côté de ce qu'on vient d'évoquer pour la rénovation des égouts. Mais ça fait partie aussi de votre vision stratégique pour faire évoluer l'entreprise? Alors donc, c'est pas banal. Ça veut dire qu'on crée une usine pour être notre propre autoproducteur. Parce qu'aujourd'hui, ces coques, elles viennent de Dubaï. Alors, elles viennent de Dubaï, elles viennent de Pologne, elles viennent d'Afrique du Nord. Et il y a eu 2 constats qui ont présidé à la décision de construire notre propre usine. Le premier, c'est que les prix ont commencé à flamber. Or, nos spécialistes utilisent de plus en plus de coques parce que c'est une manière de pouvoir faire des chantiers plus rapides et moins dérangeants pour la population. On ne doit pas complètement ouvrir. Les égouts, ils sont souvent en voirie. Rien à voir? Pas nécessairement plus solide, mais en tout cas, c'est durable. C'est une rénovation faite pour durer. Et puis, vous insérez les coques sans devoir nécessairement éventrer toute la rue. Donc, c'est une technique qui vise à améliorer l'efficacité et à limiter les nuisances pour les riverains. Je répète, les égouts sont souvent en voirie, pas en trottoir, et souvent à une très, très basse profondeur, avec au-dessus des câbles de toute nature, Electrabel, Elia, Proximus, que sais-je. Donc, autoproduire ces coques, c'est pas banal. Et donc, on a constaté que le prix flambait, que les délais de livraison étaient de plus en plus longs, et nous avons souhaité avoir une meilleure maîtrise et sur nos coûts et sur notre planification de chantier. Et au passage, on va aussi améliorer notre empreinte écologique, puisque plutôt que d'importer des coques qui sont du vide, transporter du vide, ça fait beaucoup de bateaux, beaucoup de camions, plutôt que de les transporter de bien loin, parfois, comme vous l'avez rappelé, on va faire du just in time, comme on dit, c'est-à-dire produire à proximité du chantier. D'une certaine manière, oui, d'une certaine manière, c'est un circuit court, effectivement. Donc, c'est un gros investissement, il sera amorti sur 20 ans, mais les calculs financiers montrent que ce sera intéressant pour nous, économiquement, opérationnellement et écologiquement également. Eh bien, on le voit, VivaQuo, c'est beaucoup de thèmes très divers, mais c'est déjà la fin de Big Boss. On vous remercie, Laurence Bovy, d'avoir partagé un peu de votre métier. Merci à vous également, Paul. On se retrouve dans un mois avec un nouveau Big Boss. À très bientôt. Le coup